Shalom Dori. Shalom Gilles. Bonjour, bienvenue à Paris. Merci. À Paris qui est aussi ta ville, Qui est aussi ma ville, oui. puisque tu y as vécu 10 ans. On va se tutoyer parce qu'on se connaît bien, on va pas faire semblant. Dori Manor, tu es né à Tel Aviv en 1971, Fin 71. fin 71. Il faut bien préciser parce que, bon, à nos âges, Absolument. Et tu es ici parce que tu es traducteur du français, de l'espagnol et de l'anglais en hébreu, notamment de poésie, pas seulement, mais beaucoup de poésie. Tu es poète et nous allons pendant cette heure de conversation ponctuer cette conversation où on va parler de ton œuvre et de ton parcours et de ta relation à la poésie, à la culture, à ton pays natal. Nous allons ponctuer cette conversation de 8 lectures où tu vas lire en hébreu. Et Jacques Bonafé va lire les traductions en français, donc traductions dont certaines ont été faites par Arnaud Bicard, présent dans la salle, que je citerai quand les traductions sont de lui, et les autres ont été faites par moi, que je ne citerai pas, parce que je ne vais pas faire ça toute la soirée. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. À 18 ans, tu décides d'envoyer tes traductions des Fleurs du Mal au supplément littéraire du prestigieux journal israélien Haaretz, et elles sont publiées tout de suite. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette aventure ? oui, j'ai commencé à publier des poèmes de Baudelaire, donc extraits des Fleurs du Mal, quand j'avais à peu près 16 ans. Il faut bien préciser que je ne viens pas d'une famille francophone. Mes parents ne parlent pas français. Et donc, j'ai commencé à apprendre la langue au lycée. Mais heureusement, j'avais une prof qui était excellente. Et c'est grâce à elle c'est elle qui m'a introduit à la fois au français, à la culture française, mais aussi à la poésie, de manière générale. Parce que bon, la poésie hébraïque ne m'intéressait pas particulièrement à l'époque. Eh bien, je me suis mis à traduire. Au départ, c'était pour comprendre. Vraiment pour comprendre, puisque mon français était très limité. C'était un français d'un lycéen. Eh bien, pour comprendre des poèmes des Fleurs du Mal, j'ai pris un dictionnaire bilingue, français-hébreu. Je me suis mis à traduire vers par vers, strophe par strophe, poème par poème, mais vraiment pour capter le sens. Mais dès le départ, j'avais cette sensation, ce sentiment, cette conviction qu'il fallait que je garde, que je respecte la forme aussi. Donc j'ai respecté la rime dès le départ. J'ai respecté le rythme, la prosodie, etc., etc. Au bout de 2 ans, je me suis dit, tiens, j'ai un certain nombre de poésies. Je ne publie pas mes propres poèmes pour l'instant, parce que je n'ose pas, mais ne pas publier des traductions, là, bon, je peux oser le faire. Eh bien, j'ai envoyé, au départ, c'était 4 poèmes de Baudelaire, des Fleurs du Mal. J'ai envoyé donc au supplément littéraire de Haaretz, et à mon grand étonnement, mais à ma grande joie aussi, elles ont été publiées tout de suite. Alors nous allons entrer dans le vif de la lecture aussi avec le poème Recueillement de Baudelaire que Jacques Bonafé va nous lire en français et tu nous liras ta traduction ensuite en hébreu. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude vile, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci, va cueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main. Viens par ici, loin d'eux, vois se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel en robe surannée, surgir du fond des eaux le regret souriant. Le soleil moribond s'endormir sous une arche, et
comme un long linceul traînant à l'Orient, entends ma chair, entends la douce nuit qui marche. התכנסות. כאב שלי, נחכם, שקט היה ורח. דרש לרדת ערב, הוא יורד ובא. אפלוליות סתומה עוטפת את הכרך. שלווה לאחדים, ליתר דאבה. הנה כבר אספסוף בזוי של בני תמותה. אל שוט התענוג, תליין אכזר, נרקן. בחג העבדים לוחש לו חרטה. כאב שלי הושט לי יד, נלך מכאן, הרחק מהם, ראה. שנים מתות נוטות, על מרפסות מרום, סמלות אתמול לוטות, ונוחם מחייך מתוך המים גח. חמה גוססת תחת גשר, תרדם, וכשובל של תכריך ארוך, לפעת מזרח, הקשב אהוב, הקשב, ליל נועם, מתקדם. Merci. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelles ont été les réactions? Parce que ce n'était pas la première fois qu'on traduisait du Baudelaire en hébreu, bien entendu. Quelles ont été les réactions suite à ces publications? On m'a tout de suite contacté. Enfin, il y avait une certaine soif parce que Baudelaire, c'était un nom célèbre, mais on connaissait à peine sa poésie à l'époque, en hébreu. Donc c'était une sorte de mythe littéraire du poète maudit français, bohémien, l'opium, le hashish, etc. Mais sa poésie était mal connue. Et donc, grâce à ça, surtout, je suppose, on m'a tout de suite contacté de trois, pour être précis, maisons d'édition différentes, pour que, j'avais 18 ans, je te rappelle, pour que je leur signe un éventuel recueil, une anthologie donc des fleurs du mal. Ensuite, je me suis fait contacter par plusieurs auteurs israéliens, aussi par un très grand poète yiddish, Sutzkever, On va en parler un petit peu plus dont on tard. va parler tout Mais à l'heure. Qui avait traduit du Baudelaire avant toi? Est-ce que Il y avait c'était des poètes une seule traduction des Fleurs du Mal dans l'intégrale, qui était complètement épuisée quand je me suis mis à traduire du Baudelaire. Heureusement, parce que je ne connaissais pas. Je connaissais pas cette traduction, et je suppose que si je l'avais connue, peut-être que je n'aurais pas osé. Même si c'est pas une traduction d'un poète. Mais il y a quelques traductions par-ci, par-là, de quelques-uns de ces poèmes faits par quelques-uns des plus grands poètes de l'hébreu moderne. Par exemple, Nathan Alterman, qui est un poète tout à fait essentiel de ce qu'on appelle la génération moderniste des années 30, 40, 50. Léa Goldberg, des mêmes années, une grande poétesse que j'admire, qui est morte en 1970. Yaakov Firman, de la génération d'avant, donc la génération dite de la Renaissance de l'hébreu moderne, le tout début du XXe siècle, et quelques autres. Mais il s'agit, dans le cas de Firman, par exemple, de 3 poèmes, dans le cas d'Alterman, d'un poème et demi, dans le cas de Goldberg, de 4 poèmes. Bref, Baudelaire, le nom était célèbre, la poésie pas du tout. Alors, parmi les personnes qui réagissent, il y a effectivement Avram Sutzkever, immense poète yiddish. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il te contacte? Il me contacte, et là, c'est complètement fou, parce qu'en fait, un an avant, quand j'ai 17 ans à peu près, je tombe sur un de ses bouquins. Un livre, une anthologie de poèmes de Sutzkever, et comme il écrit en yiddish, et comme j'ignorais complètement son nom et son œuvre, pour moi, il était évident, mais vraiment évident, qu'il était mort depuis bien des années, hein, qu'il avait été tué pendant l'Holocauste. Eh bien, non. Mais comment je l'ai découvert? Je l'ai découvert parce que quand j'avais 18 ans et quelques, après mes premières publications, de traduction, mais aussi de mes propres poèmes, un jour, chez mes parents, je reçois un coup de fil, et il y a une voix d'un vieux monsieur,
il était né en 1913, qui me dit Shalom, אפשר לדבר עם דורי מנור? Bonjour, puis-je parler à Monsieur Dory Manor? Et ici, c'est Avram Sutzkever. Et pour moi, c'était vraiment une voix d'outre-tombe. Mais vraiment. Bref, ce grand poète, et si on se mettait à raconter sa biographie, bon, sa biographie, on n'a pas le temps, mais c'est un partisan. Et c'est quelqu'un qui avait été sauvé des forêts de la Lituanie, Biélorussie, par ordre direct de Staline. Et c'était les seuls témoins juifs russes à Nuremberg en 1946, etc. Bon, une biographie. Et surtout un poète qui, pendant tout son internement au ghetto de Wilno, a écrit au moins un poème par jour. Oui, oui. Un immense poète. Eh bien, il voulait qu'on se donne rendez-vous. Et ce qu'on a fait dans un café Tel Aviv. Et le premier rendez-vous, c'était quelque chose d'inimaginable, parce qu'il refusait de parler de lui-même. Il n'a rien dit, ni de sa biographie, ni de sa poésie. Il voulait que je parle de moi, alors que j'avais strictement rien à dire. Bon, oui, je m'appelle Dory Manor, je suis né à Tel Aviv, enfin j'ai fait mes études, voilà. Ce n'est que la deuxième fois, chez lui déjà, dans son appartement tel-avivien, que ce vieux monsieur m'a raconté sa vie pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, toute sa biographie. Et là, c'était un des moments les plus émouvants de ma vie. À tel point que tu lui as consacré un poème qui s'appelle « Deuxième rencontre avec Sutzkever » que nous allons écouter à présent. Oui, il s'agit d'un poème que j'ai écrit à l'occasion de son 90e anniversaire et que j'ai publié dans Haaretz. On commence en français peut-être ? C'est comme tu veux. Oui, je pense que c'est mieux. Alors, je lis la petite exergue, tu n'es pas d'ici. Et moi, pas encore de là-bas. Avram Sutzkever. Pour la deuxième fois, je rencontre Sutzkever. La colombe de l'esprit s'ébroue de toute son âme dans les bulles du soda. D'où viens-tu, Sutzkever? D'un lieu que j'ai rimé, les lendemains qui brament. Pour la deuxième fois, je rencontre un esprit drapé de toile émerie. D'où viens-tu, Sutzkever? Du silence du volcan. La colombe blanchit depuis presque 100 ans, son regard vient d'ailleurs. Pour la deuxième fois, plutôt une nouvelle fois, car hier seulement nous avons fait surgir les poissons du Niémen. Des gitans noirs de pois lisaient dans le cristal l'obscur de mon désir. Hier à peine sortaient les partisans du bois, forts d'avoir tenu tête à la gravitation. Depuis, nous nous lançons dans les airs, lui et moi, créatures ailées, sans maître ni raison. Enivrés de soda, de mots à étourdir, ce soir à Tel Aviv, vieux de presque 100 ans, d'où viens-tu, Sutzkever? Du poème à venir. Combat le temps écrit, c'est ton tour à présent. פגישה עם סוצקבר. L'épigraphe que je lirai en yiddish, Doik bist du, ich derweil dorten. Et maintenant l'hébreu. פגישה שנייה עם סוצקבר. בקצף של הדיאט ספרייט, יונת הנפש משכשכת את ליבה. היכן נולדת, סוצקבר? אני במו ידיי את מקום הולדתי קריתי, העולם הבא. פגישה שנייה עם נפש עטופה נייר זכוכית. היכן נולדת, סוצקבר? בשקט הוולקני. יונת בזלת מלבינה בעין המדולחית. 90 שנה היא מלבינה, אך מבטה לא קני. פגישה שנייה? מוטב אולי לומר פגישה נוספת. כי רק אתמול ראינו באגם שבתרקאי דגים מעופפים וצוענים שחורים כזפת
בבדולח ניחשו את החשוך בחשקאי, ורק אתמול ניתרנו מן היער. פרטיזנים שכוח הכבידה אינו מספיק להפילם. מאז אנו דועים על המרחב המאוזן עם בריות מחונפות שלא ינוחו לעולם. בערב תל אביבי, בין 90 ובין סחרחורת, יושבים על דיאט ספרייט ומשתכרים מן השיחה. היכן נולדת, סוצקבר? בשיר הבא. זכור את אשר עשה לך הזמן, וכתוב. עכשיו, תורך. Merci Jacques, merci Dory. Tu disais tout à l'heure que ta connaissance de la poésie, enfin tu l'avais aussi acquise grâce à ton enseignante de littérature française. Est-ce que tu peux, parce que je suppose que dans la salle il y a des gens qui connaissent peu les grandes époques de la poésie hébraïque, est-ce que tu peux, en même temps que les rappeler, aussi parler de ce qu'elles t'ont inspiré? Non, écrivain d'hébreu moderne, on a une énorme chance, on va dire, parce qu'on peut lire la Bible, on peut lire l'Ancien Testament, et pour moi c'était, et c'est toujours l'enseignement le plus important. Enfin, et après avoir connu la poésie de Baudelaire et tombé amoureux de la poésie de Baudelaire et d'Apollinaire et de Verlaine et de Rimbaud, etc., donc le 19e, début 20e siècle français, la première poésie que j'ai connue et dont je suis tombé amoureux, c'était bah, tu vas rire, mais c'était le livre de Job. C'était vraiment une immense révélation. Le livre de Job, le livre biblique de Job, je le lisais, le lis toujours comme je lis du Mallarmé. Enfin, c'est de l'hébreu très complexe, très dur, très poétique, magnifique, sublime, qu'il faut lire 3 fois, 4 fois, 30 fois pour comprendre. Mais ça reste sublime, magnifique. Et évidemment, le Cantique des Cantiques, et évidemment, Psaume, etc. Tout ça, ça fait partie, bon, c'est de l'hébreu classique, mais ça fait partie de notre poésie tout de même. Et puis ensuite, il y a les piyutim des premiers siècles qui sont sublimes et qu'on est en train de découvrir. Et il y a la poésie, la très grande poésie hébraïque d'Andalousie, l'Andalousie musulmane, des poètes comme Shmuel Anagid Samuel, Ibn Nagrila, et de Yehuda Halevi, Judas Halevi, et de Ibn Gabirol, etc. Pour moi, par exemple, quand je cherche en hébreu, je donne juste un exemple, mais quand je cherche des précédents en hébreu pour de la grande poésie homo-érotique, c'est à ces rabbins andalous que je vais regarder, parce que ça peut sembler bizarre, mais il y a de la poésie, et de la très grande poésie homo-érotique, très sensuelle et très claire. Suggestive. Oui, plus que ça même. Dans la poésie médiévale de cette époque, évidemment, pas que ça, il y a aussi de la poésie sacrée qui est sublime et tout. Et sinon, nous avons la poésie moderne qui commence avec Bialik, fin 19e. On dit que la première poésie de l'hébreu moderne, en hébreu moderne, est un poème un texte de Bialik qui s'appelle El Hatzipor, à l'oiseau, publié en 1891 à Odessa. Donc toute la première période de la poésie hébraïque moderne se situe en Europe de l'Est et en Europe centrale, surtout en Europe de l'Est. Et ce n'est qu'après quelques décennies que les gens émigrent en Palestine. Plus tard en Israël, et donc l'hébreu se met à avoir un territoire. Mais c'est pour la première fois depuis l'époque biblique, peut-être. De toutes les façons, oui, je lis avec énormément de passion et d'amour la poésie hébraïque moderne, qui est vraiment magnifique. Et nous vivons maintenant une période très comment dirais-je, très animée, très
très vivante de la poésie hébraïque. Parce c'est très différent en France. En France, la poésie, hélas, est tout sauf centrale dans la conscience des gens de lettres. La poésie contemporaine en Israël, c'est différent. C'est radicalement différent, surtout de nos jours. Et j'en suis ravi. On reviendra sur ce sujet un petit peu plus tard. En ce qui concerne la langue hébraïque, je dois donner un témoignage personnel. On se connaît depuis peut-être une quinzaine d'années maintenant, 10 ans, 10-15 ans. Et tu as été à de nombreux égards mon professeur d'hébreu, c'est-à-dire que chaque fois que j'avais une question concernant la langue hébraïque, je te la posais. Et tu me disais, ça c'est un terme qui vient de la Mishnah, ça c'est un terme qui vient de la littérature rabbinique, ça c'est un terme que l'on trouve dans le livre de Job. Et j'ai été vraiment admiratif de ta connaissance des couches de la langue hébraïque. Et pourtant, tu as eu une éducation totalement laïque. Tu n'as jamais fréquenté une yeshiva. Comment est-ce que tu es arrivé à cette connaissance de la langue hébraïque ? Par amour et par passion. Je lis les sources classiques sans cesse. C'est vraiment, ce sont mes maîtres. Enfin, Job est mon maître, et Shmuel Hanagid est mon maître. Je les lis sans cesse. Je lis aussi le dictionnaire. Enfin, tout à l'heure, j'ai évoqué le nom de Mallarmé qui disait qu'il fallait, pour un poète, réfléchir à chacun des mots de sa langue. Et donc, je ne peux pas dire que je réfléchis à chacun des mots de ma langue, mais j'en réfléchis beaucoup. Et donc, oui, j'étais ravi de voir que sur l'invitation à cette rencontre, il y avait marqué Dori Manor, poète hébraïque. Poète hébraïque, justement, plutôt que poète israélien. Alors, je ne te l'ai pas raconté, mais Jörn Kambrleg, que nous remercions, puisque c'est grâce à lui que tu es venu à Paris aujourd'hui, m'a appelé en me disant « Mais pourquoi on ne met pas poète israélien ?» Alors, j'ai dit « Écoute, j'ai fait relire, puisque tu m'avais demandé de faire la présentation, j'ai fait relire à Dori, il n'a rien dit. » Bon, je te connaissais un peu aussi. En plus, comme je savais qu'on allait parler de Sutzkever, qui est quand même un des plus grands poètes israéliens et qui n'est pas de langue hébraïque, je trouvais que ça avait un sens, mais je suis très touché que ça t'ait beaucoup touché. En effet, ça m'a beaucoup touché. Je ne l'avais pas dit, mais oui, enfin, il n'est pas très... Enfin, j'essaie de peser mes mots. Il n'est pas très facile d'être israélien de nos jours. Et surtout pas à l'étranger. C'est-à-dire, si j'avais l'impression de représenter en quelque sorte Israël, j'aurais eu du mal, franchement. Et donc, oui, j'ai du mal à être patriote israélien, j'ai aucun mal à être patriote hébraïque. Alors, manifestement, il y a 25 ans, tu avais déjà une petite difficulté. On va lire à présent un de tes poèmes que tu as écrit à l'époque et qui s'appelle « Minorité, entre parenthèses, juif » et qui a été traduit par Arnaud Bicard. Ah, c'est bon d'avoir quitté les Londres, les New York, les Paris. Ah, c'est bon d'avoir quitté l'Europe et tout son resplendissement et d'être devenu membre d'un clan de va-nu-pieds que la fièvre pétrit et qui murmure son amour au sable et aux rochers de Canaan. Citation d'Urisvik Greenberg. Minorité, juif. Au pays peuplé de poètes hétéros, sauf un couard pathétique qui frappe les gamines. Il y a 2 ans que, sans mouchoir, sans apéro, j'ai sauvé ma peau en fuyant tes champs de mine. Je rentrais en Europe, non par fin de héros poétique, mais par peur, une peur intestine. J'avais envie d'aimer, de désirer plus trop. Mais je sentais pourquoi mon cœur cerné d'épines. J'aime à présent. Cyril, est-ce que tu m'entends? J'étais l'unique juif parmi les circoncis. Mon pays incurable n'en a plus pour longtemps. Mais nous avons Berlin, Paris et Rome, assis aux berges des fleuves de nos spermes généreux. Nous annulons l'exil et le reste est hébreu. Mi'ut, Yehudi. La citation, l'épigraphe d'Urisvik Greenberg, un très grand poète nationaliste de l'hébreu moderne, mort dans les années 60, non, en 81.
היי טוב כי עזבנו לונדונים, פריזים, ניו יורקים. היי טוב כי עזבנו אירופה וכל התפארת. והיינו חברים לחת היחפים והקודחים, הלוחשים אהבה אל חולות וטרשים בכנען. Ça c'était אוריצי גרינברג, voilà mon poème. הו ארץ אשר כל משורריה סטרייטים, מלבד מוג לב פתטי שמכה נשים. לפני שנתיים בלי מטפחת, בלי קונפטי, מילטתי משדה מוקשי חטא נפשי, ושבתי לאירופה. לא רעב פואטיקה שש בי, אלא פחד, פחד מוחשי. רציתי לאהוב, נחשפתי, נתאוויתי, ולא ידעתי איך. ליבי הוקף מוקשים, עכשיו אני אוהב. סיריל, אתה שומע? הייתי יהודי יחיד בין נימולים, j'étais l'unique juif parmi ces circoncis. הארץ ממאירה, היא לא תוציא ימיה, אך לנו יש פריז, יש לונדון, יש ברלין. נשב על נהרות זרענו ונחריט את זכר הגולה, וכל השאר עברית. Merci. Il semblerait que donc tu fais le parcours inverse d'Oritzi Greenberg, qui en 1923 quitte Paris, Londres et Berlin pour la terre de Canaan. Toi, tu viens t'installer à Paris à l'âge de 23 ans. 23 ans. J'ai souvent remarqué que les jeunes Israéliens qui arrivent en Europe découvrent à cette occasion leur identité juive. Jusque-là, ils étaient israéliens et après, en diaspora, ils deviennent juifs. Mais toi, on a la sensation dans ce poème que tu avais cette conscience avant. J'étais le seul juif parmi ces circoncis. Oui, comme je t'avais dit, j'étais tout le temps en train de lire les sources juives, par exemple, qui m'apportaient énormément, et alors que j'étais complètement laïque, enfin croyant en quelque sorte, mais laïque. Et donc, en Israël, et c'était vrai à l'époque, c'est encore plus vrai maintenant, être juif, c'est quelque chose qui au mieux va de soi, et au pire signifie être nationaliste, territorialiste, etc. J'étais ni nationaliste ni territorialiste, et pour moi le judaïsme n'allait pas de soi. Je me sentais très juif, je me sens toujours très juif. C'est aussi pour ça que j'intitulais mon premier recueil Minorité, mi-août, un hébreu. Bon, j'appartiens à d'autres minorités aussi, mais tout d'abord à la minorité juive. Et bon, c'est paradoxal peut-être parce qu'en Israël, 80% de la population est juive, mais ça ne veut pas dire grand-chose être juif là-bas. Alors qu'en France, à Paris, et je suppose que ça aurait pu être n'importe quelle autre, on va dire, grande ville en dehors d'Israël, pour la première fois, j'ai pu vraiment vivre ma judaïté en quelque sorte. Ta judaïté, mais aussi, comme on le comprend dans le poème, ton homosexualité, comme Bien si sûr. elle était impossible en Israël. Pour quelle raison? Juste Impossible, la proximité de la possible. famille? Oui, aussi, tout d'abord la proximité de la famille, et puis parce que, bon, j'avais pas le courage. J'avais pas le courage de sortir du placard, de dire qui j'étais, parce que, bon, en Israël à l'époque, c'est très différent maintenant, faut bien le dire, mais en Israël à l'époque, c'était tout sauf facile de vivre en dehors du placard comme homosexuel. Donc, bon, il m'a fallu quitter, il m'a fallu faire mon petit exil pour pouvoir dire enfin qui j'étais. Donc à ce moment-là, tu passes 10 ans à Paris. Tu y rencontres celui qui est devenu ton époux depuis, qui est ici Moshe présent, Sakal, Moshe Sakal, l'écrivain, le romancier. Et donc tu rencontres à Paris un Israélien. Et donc nous allons, alors avant de rencontrer Moshe, nous allons lire une lecture d'un poème que tu as écrit qui s'appelle 36 syllabes pour Armand. Il n'y a pas moins de 36 justes qui reçoivent la présence divine dans chaque génération. Traité du Sanhédrin 97b. Magnifique et fantasque, elfe de chair et d'os, tu pissas dans l'évier. Lors, mon cœur s'est vicié. La faïence du sein s'est faite nerf et peau.
ל"ו הברות על ארמו, יפה ושגיוני, פייה בשר ודם, השתנת בכיור. מאז חזי נחמץ, חרסינת לבבי, קרמה גידים ואור. Merci. Alors, on a évoqué la poésie hébraïque tout à l'heure, mais on peut peut-être aussi évoquer tes inspirations dans la poésie mondiale. Tu parlais des poètes français, mais est-ce que tu peux citer d'autres poètes ? Celui qui m'a donné vraiment le courage de dire qui j'étais n'est pas du tout français. Il s'agit de, mais très juif, il s'agit d'Allen Ginsberg, le grand poète new-yorkais de la Beat Generation. Pour moi, quand je l'ai découvert, j'avais 22 ans, j'étais à New York, j'ai découvert sa poésie et il m'a donné vraiment le courage parce que lui, il ne disait pas avec... il disait de manière très claire qu'il n'était pas seulement fier d'être homosexuel, donc de faire partie de cette minorité, mais que c'était pour lui une bénédiction. Et il m'a fallu entendre ça, qu'il s'agissait d'une bénédiction pour que je me sente mieux dans ma peau. Et donc c'est tout d'abord Allen Ginsberg, mais je pourrais citer beaucoup d'autres noms parce que je suis tout le temps en train de lire de la poésie dans les langues que je connais et tout le temps en train de découvrir d'autres poètes. Alors, on va peut-être modifier un tout petit peu le sens des lectures, puisqu'on peut lire maintenant le Cantique des degrés, qui est dédicacé à Allen Ginsberg, justement. Cantique des degrés. Blessed be he in homosexuality. Ginsberg, Kaddish. Moi qui suis en perpétuelle efflorescence, moi le rude ratiboiseur de descendance, moi le sempiternel assoiffé de semences, je te rends grâce, Seigneur. Shir Hamalot. Blessed be he in homosexuality. Extrait de Kaddish d'Allen Ginsberg. אני של הנצח עומד בפריחה, אני הגודע עצי משפחה, אני הצמא לטיפה הסרוכה, מודה לפניך, אדון. D'ailleurs, הטיפה הסרוכה, c'est... Là, c'est un bon exemple, puisque tu m'as demandé tout à l'heure par rapport à mes inspirations, etc., Hatipa Srucha, ça vient directement de la Mishnah. Hatipa Srucha, c'est un terme qui veut dire le sperme, mais Hatipa Srucha, littéralement, comment on va traduire ça ? La goutte fétide, la goutte puante presque. Je traduis littéralement. Et donc, Ani Hatzameh Hatipa Srucha, lorsque je dis ici, moi qui suis assoiffé de cette goutte fétide. Donc, il y a évidemment un mot moderne en hébreu pour dire sperme, mais ce n'est pas le mot que je choisis. Pour moi, il fallait absolument que ça ait un sens plus profond et plus large. Très bien. Pendant ce séjour parisien, tu écris aussi un autre poème qui s'appelle Fin de siècle et que nous allons lire à présent. Fin de siècle. Voici venir le temps d'un grand chant, le chant du VIH. Car l'appui du temps est un chant. Le temps réclame un appui. D'un porteur l'autre, marchons, dans chaque porteur un habit. Nous qui sommes sans Dieu, avançons, divinisons la marche. Nous, les porteurs de poésie, l'œil de Caïn, positif, inscrit sur notre langue, l'éternité comme objectif. Nous baignerons ce temps comme l'aurore éclaire le coq. Nous le nimberons d'une emphase, d'une acuité, d'un choc. Dans l'âme de l'homme, le virus du divin s'introduit. Telle cellule d'insoumis, groupe à risque, gare à toi. Porteur de chair et de sang, le temps réclame votre appui. À bas la fausse modestie, sus,
au crime sans émoi, à nous de fermer le verrou de cette époque. De fait, voici venir le temps d'un grand chant, temps du virus défait. En fait, je l'ai écrit avant de m'installer à Paris. C'était le tout premier poème que j'ai écrit et que par la suite j'ai inclus dans un de mes recueils. Fin de siècle, c'était effectivement la fin du dernier siècle. Et c'est un poème manifeste. C'est un poème manifeste qui comparait donc le virus du sida, qui à l'époque était fatal et omniprésent, à la poésie. fin de siècle. באה עת שירה גדולה, שירת ה-HIV. כי סעד הזמנים הוא שיר, הזמן זקוק לסעד. נסע אחר נסע נצעד, וכל נסע נביא. באין לנו אלוה נעליה את הצעד. אנחנו נשאי שירה, אות קין חיובי, חקוק על לשוננו. על מוות הוא היעד. נפציע על הזמן הזה כשחר על סחבי, נעיר אותו בפתוס, בדעה צלולה, ברעד. נגיף האלוהות עובר בנפש האדם. כתא מחתרת הוא עובר. קבוצת סיכון? איקוני. הזמן זקוק לסעד, נשאי בשר ודם. הקץ להצטנעות, הקץ לפשע הלקוני. את בריח התקופה הזאת נועדנו להגיף. עכשיו הוא זמן שירה גדולה. עכשיו הוא זמן נגיף. Merci. Au bout de 10 ans à Paris, quelques temps avant de décider de retourner à Tel Aviv, tu crées une revue littéraire dont j'ai le numéro 10 ici, qui s'appelle Ho. Est-ce que c'était pour préparer ton retour? C'est quand même assez gonflé de créer, habitant à Paris, une revue littéraire en hébreu. Oui, c'est gonflé. Mais est-ce que c'était une manière de préparer ton retour? Non. On pensait déjà, moi à l'époque, à un retour éventuel. On n'était pas sûr de retourner, mais bon. Non, c'était parce que... déjà, il faut dire qu'à l'âge de 19 ans, j'avais fondé avec des amis une revue qui s'appelait Ève, rien à voir avec Ève d'Adam, Ève Aleph Bet en hébreu. Et donc, c'était une revue qui n'a duré que 3 numéros, mais pourtant, dans ces 3 numéros, on a publié pour la première fois quelques auteurs qui, de nos jours, sont très essentiels sur la scène littéraire israélienne. Par exemple Anna Herman, Shimon Adaf, Benny Meir, et Roy Greenwald et bien d'autres. Et les noms ne sont pas encore connus en France, mais ils vont l'être. Ils vont l'être parce qu'il s'agit de très grands écrivains, vraiment, de ma génération, que j'admire. Et donc, cette idée d'une revue me hantait pendant mes années parisiennes. Et j'étais persuadé de la nécessité d'une revue. Dans une sorte de tradition israélienne, hébraïque plutôt qu'israélienne, qui tire ses origines du monde slave et du monde yiddish aussi. Enfin, une revue littéraire, c'est quelque chose d'important. C'est pas comme une petite, une revue littéraire, une revue poétique quelconque en France maintenant. En Israël, à Ho, par exemple, maintenant, je peux dire avec beaucoup de fierté que même le tirage est important. Un tirage d'un numéro de Ho, un numéro qui compte entre 300 et 100 pages, et de presque 2000 exemplaires. Eh bien, la place d'une revue littéraire en Israël est très importante, et comme j'ai toujours porté 2 casquettes, au moins. Celle du poète, et en tant que poète, je suis quelqu'un de très... je vis intimement, presque timidement, j'écris avec difficulté, j'écris avec mes propres sensibilités, mais en tant que rédacteur, en tant que quelqu'un qui veut agir sur
La scène littéraire israélienne, c'est autre chose. C'est une toute autre casquette et je change presque de personnalité. Presque. Et donc, je fonde cette revue parce que j'ai des choses à dire, ou je sens que j'ai des choses à dire par rapport au présent de la littérature israélienne, surtout de la poésie, mais pas que. Et effectivement, enfin, moi qui te connais bien, tu as le côté solitaire du poète et tu as un grand côté chef de bande aussi. T'aimes bien ça? J'aime bien ça, mais c'est... Oui, mais j'avoue que c'est pas toujours très évident. C'est pas toujours très évident parce que étant chef de bande, comme tu le dis, enfin c'est pas une bande, oui, bon, il y a 500 pages, donc il s'agit de dizaines, voire des centaines d'auteurs au bout de 14 ans d'existence de cette revue, donc c'est pas une bande. Mais oui, je suis rédacteur en chef de cette revue, évidemment ça a son prix. Ça a son prix et je n'en plains pas, mais ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, mais je m'en réjouis. En même temps, oui, il y a ce côté du poète solitaire, et donc j'essaye d'écrire quand je suis en vacances, par exemple, j'essaye d'écrire la nuit. J'essaye de trouver de petits moments, des enclaves dans ce temps du chef de fil la revue où je peux vivre ma propre identité. Et tout ça dans un esprit de résistance à la fois culturelle et littéraire, et aussi un petit peu politique, il faut dire. Oui. En ce qui concerne la résistance poétique, peut-être peux-tu nous dire quelques mots sur ce que tu as proclamé dans cette revue, ce que tu souhaites proclamer d'un retour à une forme de classicisme en poésie? Oui, mais avant ça, la première chose que je dirais par rapport au programme de cette revue, c'est une sorte d'esprit cosmopolite, d'esprit multiculturel. Et ça, c'est lié évidemment à une notion politique aussi. Parce que, bon, en Israël, maintenant, on vit tout sauf une période cosmopolite et multiculturelle et comment on dit, multilingue. Oui. Donc, rien que de proclamer qu'il faut traduire d'un grand nombre de langues, parce qu'on publie aussi des traductions, rien que le fait de dire qu'il faut se laisser être inspiré, influencé par d'autres cultures, c'est déjà une sorte, c'est fou, mais c'est déjà une sorte de résistance dans le contexte israélien actuel. Une résistance importante, à mon avis. Et puis, en même temps, oui, il y a ce côté que tu appelles à juste titre formel. Mais tu dis retour, je dirais pas retour. En France, si quelqu'un écrivait maintenant un poème, un alexandrin, il faudrait vraiment le justifier. Ça peut se faire, mais ce serait une sorte de retour à une notion classique, traditionnelle, etc., dont c'est libéré, ainsi de suite. On connaît l'histoire littéraire. Mais en Israël, c'est très différent. En Israël, c'est très différent. En hébreu, c'est très différent, puisque l'hébreu moderne a raté beaucoup de choses dans la longue histoire littéraire qu'elle n'avait pas vécue avant sa création. Et donc, lorsqu'on écrit un hébreu actuellement dans certaines formes, c'est pour la toute première fois qu'on le fait. On a ce grand avantage, étant écrivain, poète israélien hébraïque de nos jours, de pouvoir combler des lacunes. Et on a tellement de lacunes, on a tellement de chance par rapport à ça, parce qu'on peut faire tant de choses qu'un écrivain français, un écrivain anglais, allemand, américain ne pourrait pas faire maintenant, parce que ce ne serait qu'une sorte d'action presque réac.
pourrait t'écouter des heures sur ces sujets. On va avancer parce que l'heure tourne. Nous allons écouter à présent, mais avant de l'écouter, tu peux nous expliquer un peu le contexte et pourquoi tu as écrit ce poème à l'adresse de Nourit Peled El Hanan, un poème qui s'appelle Mère. Explique-nous d'abord, ensuite Jacques le lira en français. Nourit Peled El Hanan est une femme dont j'ai fait la connaissance en 2002 à Arles, dans le contexte de la Maison internationale des traducteurs, qui nous reçoit aujourd'hui. Et donc, oui, c'est une rencontre qui est très importante dans ma vie. Nourit est une professeure à l'Université de Jérusalem. Elle est aussi traductrice du français, enfin de prose, surtout de Marguerite Duras. Et elle est militante activiste pour la paix. Et elle et son mari font partie des pionniers de ce mouvement très important maintenant en Israël et très mal vu par Netanyahou, qui est celle des parents des Palestiniens et d'Israéliens tués dans le conflit. Elle a perdu sa fille, Smadar, en 1997, lors d'un attentat terroriste à Jérusalem. Smadar avait 14 ans. La première chose que j'ai vue quand j'ai rencontré Nourit, c'était là, il y avait marqué Smadar. Donc je lui ai sur un, comment on dit, un t-shirt. Non, un machrozet. Un collier, oui, un collier. Et donc il y avait un petit collier d'une fillette autour du cou d'une dame qui n'était pas toute jeune. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Alors que ce n'était pas du tout son prénom, c'était Smadar. Et c'est la seule chose au fait qui est restée de Smadar, ce collier. Et voilà. Et donc c'est pour Nourit que j'admire et dont j'admire le courage que j'ai écrit ce poème. Donc Jacques va lire la traduction en français, une traduction d'Arnaud Bicard. Smadar, elle a pour elle quelques heures, se lever matin à 6 heures, ainsi la langue sans goût, sans prière au cœur, heure toute de silence endurci, aller à la cuisine, importuner le fourneau, l'œuf et la tasse de thé, savoir qu'on ne pourra pas guérir, mais voir si les fleurs sont en bonne santé, car hier s'est fané un chrysanthème, et c'est trop dur lorsque fane une fleur. Sans larmes l'on cueille et sans joie l'on sème. Smadar, elle a pour elle quelques heures. לנורית פלד אלחנן לזכר סמדר. סמדרי יש שעות שהן שלה. לקום ב6 בבוקר למשל, בלי טעם בלשון ובלי תפילה. שעות שהן רק שקט מחושל. לגשת למטבח ולהטריח קיריים וביצה וחוז קפה. לדעת שאין דרך להבריח, לבדוק אם הפריחה עלתה יפה, כי רק אתמול נבלה הקריזנטמה, ואי אפשר לסבול שהיא נבלה. לזרוע בלי שמחה, לקצור בלי דמע, סמדרי יש שעות שהן שלה. Merci. Et enfin, pour terminer cette rencontre, nous allons lire un poème sur la paternité. C'est un sujet qui t'importe et te préoccupe beaucoup, auquel que tu as consacré un cycle. Et on va lire un poème de ce cycle. Mais vas-y, exprime-toi. Oui, enfin, mon cher et moi avons très envie d'être parents, d'être un papa. Et j'espère qu'on le sera d'ici pas trop longtemps. Mais là, c'est un poème que j'ai écrit il y a une dizaine d'années lorsque j'étais persuadé que je ne le serais jamais, papa.
Et donc, j'imaginais en quelque sorte ce fils que je n'aurai jamais. Et je regarde comment tu apprends à nager, la brasse, papillon, crawl, d'autres t'apprendront. Je te vois en train de soulever et plonger tes menottes dans l'eau et répandre des ronds, de vaguelettes de lumière, si légers qu'il est dur de penser que dès demain viendront muscles, sperme, sueur, poils, le lot obligé. Des hommes dans cette chair de petit garçon. J'ai pour toi de l'amour, même au-dedans de moi, avant ta conception, et ma foi je préfère que sans naître tu sois séquestré à l'étroit. Car pourrais-je ce soir noter enfin en vers combien l'inéluctable évoque en moi l'effroi, combien l'arbre d'automne est désireux d'hiver. Un poème traduit par Arnaud Bicard. אני רואה אותך לומד לשחות חזה, פרפר וחתירה תלמד מאחרים. אני רואה אותך צונח ומרים כפות קטנות קטנות למים, ומזה גלים קטנים של אור. אתה כל כך רזה, שאיך אפשר לחשוב שיזע ושרירים וזרע ושיער ואורח כגברים יקום מחר גם בבשר הזה. אני אוהב אותך, אפילו בתוכי, בטרם תיווצר. ובאמת מוטב שתישאר סחור ולא נולד. וכי ניתן להעלות הערב על הכתב כמה אני פוחד ממה שהכרחי, כמה אורגים לחורף העצים בסתיו. Merci pour ces lectures. J'ai oublié de préciser que ce livre est l'anthologie des poèmes de Dori Manor, comme on dit en hébreu, Atkan, c'est ça, ou Atko, pardon, 1991-2011. Et alors, il s'est passé quelque chose d'étonnant dans ta vie de poète, c'est que, alors que tu avais 40 ans, le grand critique et prof d'université en Israël et aux États-Unis, Dan Miron, a souhaité publier une anthologie de toute ta poésie et toutes tes traductions. Et il y a consacré une introduction qui fait au moins 100 pages. 100 pages en hébreu, ça fait 150 en français, puisqu'il n'y a pas de voyelle en hébreu. Ça fait penser à Jean-Paul Sartre quand il consacre un livre à Jean Genet. Oui, mais bon, il a sanctifié, alors que Dan Miron, je pense qu'il m'a plutôt dé-sanctifié. Entendu. De toutes les façons, oui, donc il a publié ça, et j'étais ravi, et c'était génial, et tout, mais c'est un peu grâce ou à cause de cette pierre tombale que ça fait 8 ans que je n'ai pas republié de livre. Donc là, je vais en publier à nouveau d'ici quelques mois, et qui aura pour titre Haïvrit Veata, l'hébreu et toi. Mais tu sais, on dit aussi que Jean-Paul Sartre a enterré Jean Genet. Jean Genet était pétrifié après. Oui. Merci beaucoup, Dori Manor. J'ai été ravi de cette conversation avec toi. Bonne soirée. Merci Jacques Bonafé pour ces magnifiques lectures, et merci à Atlas et au Printemps de la Traduction pour cette rencontre, et à la Maison de la Poésie bien sûr.